La forêt, ça reste l'endroit où tout commence. C'est le début de l'histoire, c'est le début de l'histoire qui dépasse notre histoire familiale. Mais c'est aussi l'histoire, le lieu où on se retrouve tous. Et je peux très bien imaginer que mon arrière-grand-père déambulait dans ces forêts. Je me souviens très bien que les grands-pères déambulaient dans ces forêts. Je sais, pour avoir été beaucoup avec lui, comme mon père déambule dans ces forêts. Et nous, on continue d'entretenir un lien particulier avec la forêt, par respect en fait pour le matériau qu'on exploite. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui continue d'être aussi inspirant dans le parcours de l'entreprise et puis qui est particulièrement fort dans le contexte environnemental qu'on vit. Alors je ne connais pas grand-chose des débuts du grand-père, sinon qu'il était plutôt charpentier et puis qu'après un certain nombre d'années d'activité, il a à l'entre-deux-guerres, il a réalisé que avoir la maîtrise aussi de la première étape de transformation, à savoir la préparation de la charpente, le sciage, lui donnerait certainement un atout supplémentaire. Et une des raisons pourquoi Paul s'est lancé, c'est que c'était justement des périodes où, avec la guerre, et du coup, il y avait pas mal de choses qui étaient en reconstruction du côté français, mais aussi en construction du côté suisse. Il y avait une demande assez importante pour tout ce qui était bois de construction. Je crois que Paul Courbat, pour son époque, c'était certainement déjà un petit peu un visionnaire, quelqu'un qui avait beaucoup d'idées, qui avait beaucoup d'entrain et qui était certainement qui était intelligent et qui était passionné déjà par ce métier-là, qui a commencé effectivement comme beaucoup de personnes de l'époque tout petit. Bon, il reste beaucoup une image, celle de mon grand-père qui est à côté d'une grosse bille, d'un gros tronc, et c'est comme ça qu'on s'imagine un petit peu l'époque dans les années 1925. Alors, ce que je sais aussi, c'est que le grand-père, il a toujours été malin dans le sens où il a acheté beaucoup de terrain sur la commune de Mondincourt et par échange progressif, il a assemblé, il a été propriétaire d'une assez grande portion de terrain sur ce site ici. Je crois que c'est un peu comme ça que la scierie a été déménagée ici. La scierie de Badvel, elle a été initialement créée parce qu'il y avait des restrictions douanières entre la France et la Suisse. À l'après-guerre, il a fallu commencer à transformer les grumes françaises en France. Et c'est ce qui a été fait, et c'est ce qui a initié le projet de scierie à Badvel. C'était les belles années de la scierie. Il faut bien s'imaginer qu'on avait une scierie de résineux à Glavelier, une scierie de résineux à Badvel et encore une scierie de feuillus à Mondincourt. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était les grandes années de la scierie. Création d'A plus C Courbat, en fait, c'est le passage à la deuxième génération. Oui, alors quand André et Charlie ont repris, c'est sûr qu'on arrivait certainement dans une nouvelle ère industrielle, en tout cas au niveau du bois. On est passé vraiment de quelque chose de très artisanal à quelque chose de beaucoup plus mécanisé, de beaucoup plus moderne. Mon grand-père, à moi, avait aussi l'habitude de me montrer des images en lien avec la mécanisation de l'entreprise. Je pense qu'il y a une fierté de manière générale dans les entreprises et chez les entrepreneurs de cette époque-là, donc après la Deuxième Guerre mondiale, de montrer qu'ils font des investissements importants pour remplacer aussi la force de l'homme par des machines, pour aussi alléger en fait la pénibilité du travail. Et je pense que il y a quelque chose de spectaculaire aussi parce que c'est des grandes machines, que c'est beaucoup de mécanisation, beaucoup d'interventions aussi pour mettre en place tout ça. Mais pour moi, c'est surtout un rapport via des images, des photos et des témoignages. Donc c'est quelque chose qui a de l'ordre un petit peu du souvenir. Bon, on est vraiment dans l'industrialisation. Dans les années 1950, on s'imagine ça vraiment comme le boom de l'industrialisation en Europe. Et il y a des nouvelles technologies qui arrivent et qui révolutionnent un petit peu le métier de scieur. Et voilà, c'est en même temps des investissements qu'on fait pour de nombreuses années. Donc c'est des investissements qui ont été, à mon sens, comme je l'imagine, réfléchis de manière assez précise et pensés vers l'avenir. Alors l'installation des séchoirs, ça s'est fait gentiment, progressivement, parce que c'est des outils assez chers.
L'idée, c'était de pouvoir répondre à la demande plus rapidement. Parce que scier du bois, le laisser une année dehors avant de pouvoir le vendre, c'est pas l'idéal pour être réactif par rapport à la clientèle. Et d'autre part également, si on veut utiliser les bois qu'on voit derrière nous pour de la menuiserie, pour de la construction, dans la fabrication de meubles, du parquet ou n'importe quoi, il faut que les bois soient ramenés à une siccité d'à peu près 8 à 10%. C'est l'humidité d'équilibre du bois dans une pièce chauffée à l'intérieur des maisons. Alors en le laissant à l'extérieur, il ne descend jamais en dessous de 18 ou 20%. Il faut des séchoirs si on veut que nos clients puissent nous acheter le produit et directement le transformer en meubles ou en autres produits divers. L'intégration des établissements Reutlisberg. Effectivement, et on a gardé le nom. Les établissements Reutlisberg étaient en sursis concordataire, en difficulté. C'était la 3e génération. L'ami Reutlisberg, il aurait voulu être avocat, d'après ce qu'il nous avait dit. Son père lui a dit « tu reprends la scierie ». La modernisation, c'était pas tout à fait ça. Lorsqu'on a repris en 1978, c'était vraiment des machines anciennes. C'était vraiment hyper artisanal. Quand on devait percer les traverses, c'était sur des ponts roulants. Des transferts qui étaient à une immense hauteur, cette hauteur ici, le plafond. C'était aberrant, quoi. Puis ensuite, on descendait les traverses sous wagon. Il y a eu quand même quelques accidents très graves. Puis justement, quand la famille Corba est arrivée, ils ont tout cassé ça et ils ont complètement mis à niveau toute l'installation, à même le sol. C'était l'occasion d'intégrer verticalement et puis de fabriquer la traverse de A à Z jusqu'à la livraison au chemin de fer pour être posée dans la voie. Et c'est surtout ce qui nous a poussé, avec les incitations du canton qui étaient quand même là. Les CFF nous ont d'ailleurs aidés aussi financièrement. Ils étaient intéressés à garder 3 chantiers d'imprégnation. Ils ont peut-être eu raison parce que les 2 autres ont fermé quelques années après. C'est vrai que les années diversification, elles sont arrivées en fait avec l'intégration de l'usine de Glovelier dans le groupe Corba. Et en fait, ce moment, il coïncide aussi un peu avec l'arrivée de Jean-Paul et Patrick au sein de l'entreprise. Ils ont continué en permanence de diversifier les activités. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que à partir du moment où on a intégré les activités de l'usine de Glovelier, il y a quand même une bonne partie des activités, du chiffre d'affaires et puis du volume de bois transformé qui était dépendant de l'activité de fabrication de traverses. C'est toujours le cas aujourd'hui, on a toujours un volume et un chiffre d'affaires qui est important au niveau du secteur d'activité traverse. Et la volonté de Patrick et Jean-Paul a vraiment été d'essayer de dépendre le moins possible de ce secteur d'activité-là. Parce que, pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'il dépend surtout d'un gros client, les CFF. Et voilà, la stratégie qui a été prise et qui a été bonne à notre sens, c'est d'essayer de dépendre le moins possible d'un client en particulier. Après qu'on ait repris, on a d'abord modernisé là-bas les installations de sciage. Ça, c'est mon père qui s'en était occupé. Puis quand j'ai intégré l'entreprise ici, c'est moi qui ai installé la première cuve d'imprégnation au sel et puis ensuite la cuve de traitement thermique, qui sont les différents outils qu'on utilise aujourd'hui pour le traitement du bois. Puis c'est devenu une de nos spécialités, l'utilisation du bois à l'extérieur pour différentes applications, bois de jardin, etc. Place de jeu. Dans les années 2018, on a continué de diversifier au niveau du traitement du bois. Là, un petit peu moins sur la préservation du bois, mais plus sur le traitement de surface, en développant tout ce qui est traitement pour les lames de façade. Et ça nous a ouvert aussi les portes à des nouveaux marchés. Et c'est comme ça qu'on essaie de pousser la diversification et l'innovation. Notre entreprise a effectivement diminué de volume pour plusieurs raisons. D'une part, bien sûr, nous n'avions plus d'appareils de production, mais également du fait que j'abandonne complètement la scierie. Il y a une raison à cela? Oui, il y
Il y en a plusieurs. D'une part, la concurrence dans les scieries actuellement est énorme. Si on veut être concurrentiel, il faut de très gros investissements. Et je préfère me concentrer sur une chose, c'est-à-dire la fabrication de parquets. Alors le rachat de la parqueterie des Breleux s'est fait suite malheureusement à des difficultés qu'avait rencontrées l'entreprise à l'époque. Et puis comme mon père et puis Charlie avaient toujours souci d'intégration, donc de valorisation du bois, c'était une opportunité de reprendre cette parqueterie et de l'intégrer finalement au groupe Corba. On a recréé la société, une nouvelle société, la parqueterie Les Breleux SA. Et puis on a fait tout notre possible pour continuer de produire des parquets. Il y a eu différents épisodes. Au début, on était encore relativement nombreux, après moins, après on a redéveloppé. Puis finalement, la concurrence étrangère, en particulier de Chine et des grands producteurs européens aussi, nous a contraints à restreindre à la production de parquets massifs, qui est ce qu'on sait aussi mieux faire, là où on est bien équipé, dans des parquets quand même plutôt de gamme moyenne et supérieure, les choses sur mesure, les choses comme ça, mais avec un outil qu'on a amélioré, mais un peu moins de personnes. Et voilà, ça c'est l'histoire de la parqueterie qu'on a fini par déménager à Glovelier pour faire la place à Fagous. Mais ça c'est l'histoire de quelques années d'après. Alors, le lancement de Pellet du Jura correspond à un moment très intéressant dans le développement de l'énergie bois, puisque c'est une révolution en soi de pouvoir se chauffer au bois, mais de manière aussi propre, aussi sûre également, autonome, parce qu'on est passé de la bûche, voire de la plaquette, qui est quand même beaucoup plus contraignante, à un produit très performant. Et ça a eu comme conséquence ce marché naissant du pellet, d'ouvrir une réflexion chez Corba sur l'utilisation des sous-produits de la série. Puisque à chaque fois qu'on scie un bout de bois, on fait de la sciure, on fait de la plaquette, du copeau, et que tout ça avait des débouchés existants, notamment dans le cadre de l'énergie bois, aussi pour les panneaux agglomérés. Mais la valeur marchande de ces produits restait encore, je dirais, à développer. Comme aujourd'hui, on veut faire de l'hydrogène parce qu'on trouve que l'écorce peut être mieux valorisée. C'est un peu la même logique. Et donc Pellet du Jura naît de ça, de cette rencontre entre une technologie qui débarque sur le marché et la volonté, toujours la même chez Corba, de valoriser le bois sous toutes les formes. Et le pellet est un complément idéal par rapport à ces activités. C'est vrai que moi, quand on me parle de Pellet du Jura, une des premières images qui me vient malheureusement en tête, c'est l'incendie de 2019. Il était 17h45. Les dirigeants de la série Corba étaient au bureau, occupés à boucler les tâches administratives de la journée. On a entendu un bruit énorme, une explosion qui nous a fait trembler en fait les bureaux. Et puis sur le moment en fait, on savait pas trop si c'était un tremblement de terre ou quoi. Et puis c'est à la deuxième explosion qu'on est sorti et qu'on a remarqué qu'il y avait une détonation assez dingue et une explosion au niveau de la fabrication de pellets et qu'un début d'incendie était en train de se propager. Un bâtiment où étaient stockés près de 800 tonnes de pellets de bois. Ajouté aux 30 degrés qu'il faisait encore hier en fin d'après-midi, on saisit l'ampleur du défi. 80 pompiers, 20 policiers, une quinzaine de sanitaires et médecins ont été mobilisés. Il y avait une course contre la montre. Parce que il y a une perte d'exploitation. On ne produisait plus du tout de pellets. Il faut vraiment s'imaginer qu'on ne produisait plus du tout de pellets, mais que les clients continuaient de nous demander les pellets. Et donc il fallait le plus vite possible reconstruire ce site de production. Et on l'a fait en un peu plus d'une année. En octobre 2020, la ligne de production de pellets tournait. Alors c'était les démarrages, elle ne tournait pas à plein régime, mais là on doit tirer le chapeau bas à Patrick qui a vraiment investi énormément de temps dans ce projet-là. Fagus, c'est encore une autre aventure dans le groupe. C'est un souci en Suisse depuis longtemps d'avoir une meilleure valorisation des hêtres en particulier. Fagus veut dire hêtre en latin. Le bois feuillu était beaucoup utilisé pour diverses utilisations, diverses applications, différents outils, meubles, etc. Aujourd'hui, on se dit, bon, le seul domaine dans lequel le bois reprend des parts d'activité, c'est la construction.
Alors on s'est posé la question comment utiliser aussi le feuillu de la construction. Et vu que le hêtre est un bois qui est moins droit que le sapin, on est obligé de le débiter, de le recoller si on veut faire des pièces de charpente par exemple. Et c'était l'idée de Fagoust, c'était de faire de la charpente ou des éléments de bois de construction en bois collé, reconstitué, et d'utiliser aussi les propriétés mécaniques du feuillu, du hêtre en particulier, qui sont nettement supérieures à celles du résineux. On arrive à faire un porteur en lamellé collé au lieu de le faire comme ça en sapin. Vous le faites la moitié plus petit en hêtre, il a les mêmes propriétés, on pouvait supporter les mêmes charges. Donc l'idée c'était ça, c'était d'utiliser mieux le hêtre et d'autres essences feuillues dans le domaine de la construction en fabriquant des lamellés collés en feuillu. Je dois dire qu'avant de passer le flambeau, on était, mon cousin et moi, puisqu'on est contemporains à peu près à l'arrivée des 60 ans, puis on se disait, qu'est-ce qu'on va faire avec cette entreprise ? La plus grande attente, c'était que l'entreprise perdure et puis que cette quatrième génération puisse faire face aussi un petit peu à tous les défis qui vont se présenter dans les années à venir. Mais là, je pense qu'on est très confiant parce qu'on a la chance d'avoir là 2 jeunes qui sont très, très, très dynamiques et puis qui ont envie que ce groupe aille de l'avant. Et je pense qu'on n'a pas trop peur à ce niveau-là, quoi. Alors, on est encore un peu là pour les épauler, mais je pense que ces 2 jeunes-là, ils ont tout pour bien faire pour l'avenir. Bon, faut dire qu'à 60 ans, on avait eu nos enfants à 30 ans, donc on avait aussi la trentaine. Et puis c'est le moment où ils pouvaient effectivement essayer de réfléchir à leur avenir et puis ils se sont décidés et puis on en est très heureux. Oui, alors c'est un petit peu plus compliqué parce que Benjamin et moi, il y avait peut-être un certain nombre de non-dits à propos de la reprise de l'entreprise. Je pense qu'émotionnellement, on en avait tous les deux envie, mais qu'on était les deux dans nos parcours universitaires vers des objectifs qui étaient différents. Mais ça arrivait assez régulièrement qu'on évoque non pas la reprise, mais l'entreprise et puis son avenir. Et je crois qu'il y avait une question qui se posait en sous-main sans qu'on se le dise vraiment. Et puis, les choses se sont fait ainsi. Benjamin a fait le pas en premier, quelques mois, peut-être une année, quelque chose avant moi. Et puis, c'est clairement lui qui a donné cette dynamique et qui m'a fait réfléchir sur le fond. Peut-être que je ne l'aurais pas fait. En fait, moi, ce que je dis toujours au niveau de la transition intergénérationnelle, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai fait une transition avec 2 générations à la fois. Ce qui est intéressant, c'est que les premiers mois, j'étais vraiment dans le bureau de mon père en permanence. Mais la chance que j'avais, c'est que quand lui, il n'avait pas le temps, ou il avait d'autres contraintes, je pouvais aller dans l'autre bureau. Et puis dans l'autre bureau, il y avait mon grand-père qui était normalement assez disponible. Et voilà, j'ai eu cette chance de vraiment faire cet apprentissage avec mon père et mon grand-père. Et puis aussi de vivre, en tant qu'adulte, de vivre mon grand-père au travail, ça a été vraiment touchant. Et puis ça a été une chance de pouvoir le côtoyer aussi dans un autre contexte. Et puis là, c'était en tant qu'adulte, apprendre à connaître encore une fois un petit peu mieux mon grand-père, voir comment il travaillait et quelle relation il avait avec les gens. Puis ça, c'est, je pense, que ce qui est le plus important à retenir, c'est la relation qu'il avait avec les gens. Charlie, lui, il aimait ses employés. Je ne sais pas comment dire avec le personnel. Il était... tout le monde l'aimait, Charlie, tout le monde. J'ai jamais entendu une réponse ou une parole négative sur lui. C'est le gars, il venait le samedi matin, klaxonner devant chez moi, les broses. Il faut monter dans la voiture, on fait un tour de chantier, parce que souvent on travaillait le samedi. Les ouvriers l'allaient, il leur ramenait la saucisse, parce qu'il faisait un feu pour 9h15, avec une bière, même si c'était pas toléré. L'alcool, il me disait, c'est samedi aujourd'hui, c'est pas jour de la semaine, on peut boire une bière. C'est des anecdotes extraordinaires, ça, c'est des patrons, ils ne peuvent plus fonctionner comme ça, la jeunesse actuelle, c'est normal. Ça, c'était la différence qu'il y a à l'heure actuelle, quoi. Moi, j'ai une relation particulière avec mon grand-oncle parce que Charlie, quand je suis arrivé dans l'entreprise, il était encore vraiment là. Mon grand-père était au home et puis en fin de vie. J'ai pu discuter avec lui de mon arrivée dans l'entreprise, mais je ne suis pas sûr que jusqu'au bout, il ait vraiment compris que c'était réel.
Mais par contre, j'ai travaillé presque 3 ans avec Charlie et ça a été vraiment une rencontre parce que bon, je le connaissais, on se côtoyait, puis on s'appréciait mutuellement. Mais c'est vrai que j'ai passé énormément de temps avec lui. Et puis, il s'avère qu'il y a des choses que faisait Charlie dans son cahier des charges que moi j'ai repris de manière très directe, notamment pour prendre l'exemple le plus canonique et émotionnel, le marché italien. Faut savoir que la personnalité des grands-pères était très différente. Mon grand-père était quelqu'un d'assez austère, d'assez discret, de très concentré. Et Charlie était quelqu'un de beaucoup plus volubile, de sérieux, mais enfin qui, je dirais, avait davantage de souplesse. Et donc il parlait pas du tout l'allemand, un petit peu, mais pas très bien, puis ça l'intéressait peu. Par contre, il parlait très bien italien, donc ça le résume assez bien. Et puis, il s'avère que moi, je parle couramment italien et que je me suis retrouvé de fait avec Charlie pour développer, en tout cas garder les contacts en Italie, aller avec lui là-bas, approfondir ce qu'on pouvait. Et puis, je crois que ça a été un grand moment de ma vie. J'ai fait énormément avec lui sur ce terrain-là. Et puis, à partir de là, on a fait beaucoup de choses les deux. Je pense qu'on partage un goût de l'entrepreneuriat et du risque qui m'a beaucoup apporté, évidemment. Le charisme du personnage a fait le reste. Et puis, ça a été aussi pour moi, j'ai été un peu témoin privilégié de cette fin de vie, de tout ce qu'il avait à dire et à partager. Et donc, oui, j'ai une relation particulière avec lui. C'est toujours émouvant pour moi d'en parler, mais ça a été un cadeau vraiment pour moi. Et puis, c'est toujours dur aujourd'hui. J'aimerais bien qu'il soit là, mais comme ça. Voyage de bois, c'est, on espère, l'avenir de Corba et puis de la diversification des activités. Je pense surtout l'avenir, c'est de trouver aussi des débouchés pour le bois qui a déjà atteint la fin d'un cycle de vie. Et le projet H de bois, il est là pour ça aussi, pour donner une valorisation aux bois usagés. Alors c'est sûr que dans l'idéal des cas, c'est réutiliser les bois, leur donner une nouvelle vie vraiment, par exemple dans la construction. Mais on sait qu'il y aura des bois qui ne pourront pas être réutilisés. Et à ce moment-là, c'est vraiment une valorisation énergétique qui est la plus logique. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. Mais au fond de moi-même, ouais, je suis en tout cas content, sinon fier, qu'on ait pu développer ce groupe, intégrer progressivement différentes activités, différentes entreprises, avec Lovelier, avec les Brûleux, avec Farousse maintenant. Et puis que tout ça continue. On dit toujours, il y a une génération qui se construit, une deuxième qui pose un petit peu les bons jalons, et puis la troisième qui détruit tout. Alors là, en l'occurrence, on a quand même réussi à poursuivre et puis à passer à la quatrième. Donc c'est quelque part un gage de longévité. Et puis je suis vraiment content que ce qu'on construit, la première, la deuxième et la troisième génération, constitue une bonne base pour que la quatrième puisse aller de l'avant.